Welcome, everyone. Thanks for joining us. Bon, je crois que je vais commencer So, maintenant. welcome to this. Alors, bienvenue à cette conversation sur le thème qui perpétue la guerre au Soudan, profit politique et patriarcat. L'ONU a dit que c'était un sujet où le monde a été scandaleusement silencieux. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de cette question super importante. Je m'appelle Rita Morbière, co-directrice à Interpares. J'ai le privilège d'être votre modératrice. Donc, Interpares, c'est un organisme de justice sociale canadienne qui croit à la solidarité comme approche à la coopération internationale. Nous travaillons avec des groupes de militants dans de nombreuses régions du monde, y compris le Soudan et au Canada. L'événement est co-parrainé par le collaboratoire Genre, Paix et Sécurité de l'Université d'Ottawa, un réseau interdisciplinaire visant à favoriser les partenariats entre chercheurs, praticiens, décideurs, politiques, activistes et communautaires et partenaires autochtones. Avant de commencer, j'aimerais souligner que la terre sur laquelle Interpares est basée se trouve sur le territoire non scellé du peuple Anishinaabe. En reconnaissant cette terre, nous voulons aussi réaffirmer notre engagement institutionnel à agir en solidarité avec les peuples autochtones de trois manières principales. Premièrement, en entretenant des liens programmatiques avec les mouvements et l'activisme autochtone, en particulier l'organisation autochtone féministe. Deuxièmement, en soutenant la résistance et la réjouissance autochtones. Et troisièmement, en encourageant les sympathisants de notre organisation et les autres non-autochtones à soutenir les mouvements en faveur des droits des autochtones et de la décolonisation et à y investir. En soulignant ces engagements, je me rappelle à moi-même et j'encourage les autres descendants de colons présents ici à prendre un moment pour réfléchir à la manière dont ces engagements pourraient éclairer notre engagement dans l'événement d'aujourd'hui. Il n'y a pas de paix sans justice à l'étranger ou chez nous. Ce webinaire se déroulera en anglais, mais nous disposons d'une interprétation simultanée vers le français. Cliquez sur l'icône de Map Monde au bas de votre écran pour accéder à cette fonctionnalité. Un rappel aux panélistes, parlez lentement pour que les interprètes puissent vous suivre. Notre support technique aujourd'hui est Monique Cuilleré. Veuillez lui envoyer un message dans le clavardage si vous rencontrez des problèmes techniques. Ce webinaire sera aussi monitoré par elle pour s'assurer que les commentaires sont respectueux. Vous pouvez vous présenter, bien sûr, dans le clavardage et nous faire savoir d'où vous nous rejoignez. On enregistre ce webinaire. Il va être disponible sur le site web d'Interpares et va être envoyé à toutes les personnes inscrites. Il y a eu beaucoup d'intérêt, donc nous le diffusons aussi en direct sur Facebook. Je vais maintenant présenter les intervenants d'aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants qu'ils aient pris le temps de partager leurs analyses. Rima Bass est une commentatrice politique spécialisée dans les droits des femmes et les espaces civiques, ainsi qu'une militante féministe. Elle a été membre du comité de coordination des groupes civiques et politiques des femmes soudanaises, connue sous le nom de Mansam. Elle est actuellement boursière non résidente pour 2023-2024 à l'Institut Tahrir pour la politique du Moyen-Orient. Comme des millions d'autres personnes, Reem a dû fuir sa maison de Khartoum pour échapper aux ravages de la guerre. Elle est aujourd'hui relativement en sécurité et nous rejoint depuis le Caire. Bienvenue, Reem. Magdi El Ghizouli est un universitaire soudanais et un membre du Rift Valley Institute. Il écrit sur les affaires soudanaises sur son blog stillsudan.blogspot.com et dans d'autres publications, souvent en mettant l'accent sur l'économie politique. Il a récemment été interviewé par le site web Phenomenal World qui en a fait un article intitulé Marketing War.
Donc, Magdi nous rejoint depuis l'Allemagne. Merci d'être avec nous, Magdi. Merci. Rebecca Thiessen est professeure à l'École de développement international et d'études mondiales et directrice du collaboratoire Genre, paix et sécurité de l'Université d'Ottawa. Ses recherches actuelles portent sur les priorités féministes en matière d'aide étrangère et sur le rôle des acteurs de société civile dans la promotion du genre, de la paix et de la sécurité. Rebecca fera quelques remarques finales et nous laissera avec quelques questions clés à considérer. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, parlons de notre propre perspective et on ne représente pas un consensus quelconque. Vous pouvez poser des questions aux panélistes en utilisant la fonction questions et réponses au bas de l'écran. Et à la dernière demi-heure, on va regarder les questions et nous espérons avoir le temps de les poser à nos panélistes. Donc, afin de situer les commentaires de nos intervenants, je vais brièvement exposer quelques faits pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement la situation politique au Soudan. Le Soudan a été gouverné par la dictature d'Omar al-Bashir pendant 30 ans à partir de 1989. Cette période a été caractérisée par des conflits, l'appauvrissement et l'oppression. En 2005, ça a été marqué par la signature de l'accord de paix global, le CPA-APG, donc, qui a mis fin à des décennies de guerre. En 2011, comme convenu dans cet APG, CPA, le Sud-Soudan a organisé un référendum et a voté en écrasante majorité en faveur de la sécession. Donc, pour former sa propre nation, le Sud-Soudan, ce qu'ils ont fait l'année suivante. Le pétrole, un des principaux produits d'exportation du pays, se trouvait désormais au Sud-Soudan. Les oléoducs passent par le nord. En tout état de cause, le Soudan, pratiquement du jour au lendemain, ne pouvait plus compter sur l'extraction du pétrole comme source de devise force. Le fait qu'une grande partie des richesses du pays sont allées directement dans les mains d'individus puissants, y compris al-Bashir et ceux qui se trouvaient dans son orbite. La dictature était brutale. Al-Bashir soit recherché par le ICC pour ses crimes commis au Darfour est une indication de cette brutalité. Elle a utilisé une série de milices pour perpétrer ces crimes. Elles se sont transformées en forces paramilitaires connues sous le nom de Forces de soutien rapide, donc le FSR. Sous le règne d'Al-Bashir, les manifestations étaient souvent rapidement et violemment réprimées. Cependant, à la fin de 2018 et au début de 2019, des manifestations de plus en plus grandes en faveur de la démocratie étaient vues et ce qui était au départ une manifestation contre la suppression des subventions s'est transformé en appel national à la liberté, une révolution qui a renversé la dictature et ouvert une période de transition vers un régime mixte militaire-civil. Ce sont ces manifestations qui ont captivé l'imagination du monde, en particulier la bravoure de nombreuses femmes et de jeunes qui sont descendus dans la rue. Les manifestations ont débouché sur un accord cadre qui se voulait une feuille de route vers un modèle de gouvernance plus démocratique et participatif et ça a établi un modèle de partage du pouvoir entre l'armée et les organisations civiles représentatives. Ce protocole indiquait que la période de transition devait durer 3 ans. Une autre caractéristique était que l'accord de partage du pouvoir transitoire prévoyait ce qu'on appelait un conseil souverain, donc un organe de décision de plus haut niveau, en partie civil et en partie militaire. Parmi les militaires, il y avait 2 représentants, donc le général Al-Burhan, qui venait des forces armées soudanaises, le SAS, il en était le président, et Mohamed Hamdan Dagalo, que tout le monde appelait Mehdi. Mehdi était le chef de l'organisation paramilitaire du FSR du Darfour, que j'ai mentionné plus tard, de l'ouest du Soudan, vice-président, et il était député. La transition n'a pas duré longtemps. Elle a été interrompue par le général Al-Burhan en octobre 2021 à mi-parcours. Donc, après ce coup, on voulait arriver à un arrangement politique stable, donc un accord cadre. Je sais que plusieurs Soudanais à qui j'ai parlé après octobre 2021 sentaient qu'il n'y avait pas de gouvernement responsable. Donc, alors, pour décrire ce conflit en cours, je vais céder la parole à notre premier panéliste, Magdi. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à vous parler.
Et un mot d'appréciation pour les personnes qui sont là pour écouter aujourd'hui et aux copanélistes, bien sûr. Je vais essayer de vous parler des détails de l'horrible guerre qui se passe au Soudan en ce moment. Vous avez peut-être vu aux nouvelles ou dans des journaux, et comme plusieurs autres conflits dans le monde, c'est devenu chronique. Ça fait 6 mois et demi depuis le 15 avril maintenant de cette guerre. La crise humanitaire est épique. Les faits principaux, vous les connaissez peut-être. 6,3 millions de personnes ont quitté leur maison. La moitié sont des personnes. 5,1 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan. Donc, ça fait que c'est en haut de la liste pour les personnes qui sont déplacées à l'interne de leur pays. 1,2 million de personnes sont des réfugiés dans des pays voisins. Plus de 10 000 personnes ont été tuées dans des combats ou des événements reliés. 90% des personnes qui traversent les frontières sont des femmes, des filles. La plupart des ménages sont menés par des femmes. Il y a beaucoup d'insécurité alimentaire. 20 millions de personnes. 6,3 millions de personnes vivent de haut niveau de faim. Près de 5 millions d'enfants et de femmes enceintes souffrent de malnutrition. 85% des ménages dépensent 65% de leurs revenus sur la nourriture. Un tiers de la population ne peut pas se permettre ce que le WPC définit comme le minimum de base pour la survie. 90 millions d'enfants attendent pour retourner à l'école, n'ont pas accès à l'éducation. 2 zones majeures donc de guerre. Le Khartoum, la capitale du Soudan, où se rencontrent les 2 Nils, zone urbaine avec 9 millions de personnes, 21 000 km². Donc, il y a des structures, des immeubles urbains. Le combat est maintenant pratiquement omniprésent. Le deuxième, c'est dans le plus grand Darfour, le deux plus grand de zones urbaines. La moitié sont sûrement des personnes déplacées dans leur pays de guerre précédente. La population de tout le Soudan subit les répercussions de cette guerre. C'est estimé à 11 millions de personnes. Est-ce qu'il y a une explication tout ça? Est-ce que c'est possible de l'échapper? Je vais essayer de répondre à la première question. La deuxième, ça me dépasse. Beaucoup d'explications ont été offertes dans le média, des commentaires qu'on a vus à l'ONU. Ce qui n'est pas utile, c'est, pour moi, c'est la réduction de cette guerre à la nature malsaine des 2 hommes principaux en tête de cela. Il y a l'histoire de ce conflit qui est complexe. La pauvreté, c'est un facteur de la guerre, mais ça en dit peu. Ensuite, on voit cela peut-être comme une reprise de la périphérie, prise de pauvreté ou un conflit ethnique entre des personnes au cœur riverain et entre eux et les personnes pastorales du Soudan. Donc, on ne gère pas la réalité actuelle qui est le conflit entre ces 2 forces majeures qui se battent. Et les protagonistes qui se battent parlent de l'argument moral, de la nécessité historique de ceci. Comme vous savez, l'histoire ne suit pas de boussole morale. Autrement, le continent ne serait pas ce qu'il est maintenant. On peut examiner les nombreux facteurs qui ont mené donc
Ceci, c'est peut-être très académique, universitaire comme approche, mais ça peut être utile. Donc, les termes immédiats de la guerre sont une réforme militaire et du secteur sécuritaire, deux protagonistes des forces armées du Soudanais. Rita a mentionné donc l'accord cadre, soutenu par les États-Unis, l'ONU, l'Union africaine et IGAD, qui est la région est-africaine. Il y a eu le mécanisme trilatéral, tous des termes diplomatiques pour la même chose qui est un type de médiation. Le FSR a proposé l'intégration sur une période dans l'armée sur 10 ans avec une période de haut commandement. Ils voulaient garder donc leur force et l'intégrer aux troupes. Les deux ont proposé un processus opposé, sur 2 ans, commençant du bas vers le haut. Les deux parties ont interprété ces propositions comme un jamais d'intégration de la part du FSR associé à un plan visant à saper, finalement à prendre le commandement de la SAF, un plan donc à les absorber au FSR tout de suite. Une fois ces propositions ont été consultées, la guerre est devenue difficile à éviter. Les détails de qui a tiré sur qui et quels jours peuvent présenter un intérêt chronologique, mais n'ont guère de pertinence au-delà. Les facteurs intermédiaires sous-jacents à la guerre ont quelque chose avec la forme de milice, un système salarial militarisé, si on veut, marchandisation de la violence comme moyen de gérer la double crise rurale et urbaine à Soudan. À toute fin pratique, l'accentuation de cette mise en crise remonte à l'indépendance du Sud-Soudan lorsque le Nord-Soudan a perdu les revenus venant du pétrole sud-soudanais. Cette perte s'est traduite par une crise des moyens de subsistance qui a été annuée dans les villes avec un déclin économique. Il y a eu une crise de perte donc de moyens de subsistance. Les villes sont devenues donc plus pauvres parce qu'ils ont perdu cet accès au pétrole et comme résultat, il y a eu une augmentation d'extraction, des salaires plus bas, une marchandisation plus élevée du bétail. Cette extraction a été faite à travers les marchandises que j'ai mentionnées, mais aussi un autre, l'or, qui a été trouvé au Soudan. Et de gérer ça, ça signifie la commodification de la violence. Peu de contrôle gouvernemental. Le mouvement de ça a demandé beaucoup de contrebande et de avoir le revenu de ça, donc demandait un contrôle de ses activités. Donc, une expansion de la milice, ça a été nécessaire, la FSR. Alors, et les milices se sont complétées. Je vais essayer de parler de la milice rurale. Il y a eu donc le sultanat en 1870, le sultanat Darfour. Les Britanniques ont également recruté des milices dans les monts Nouba, se sont appuyés sur elles pour devancer la résistance militante. Il y a eu les bataillons soudanais de l'armée égyptienne qui a commencé comme une sorte de milice. L'histoire de celle-ci est un peu comme une rébellion contre l'autorité à l'intérieur de ses rangs et à l'extérieur de celle-ci. Il y a eu des milices qui ont été créées en 1980 après la Grande Famine du Sahel dans le cadre de la guerre de la PLS au Sud-Soudan.
devenue une force de ravage dans les zones frontalières entre le Nord et le Sud du Soudan. La version plus réussie de la milice rurale du FSR, parce que les intérêts de cette milice particulière coïncidaient avec des intérêts régionaux qui n'existaient pas dans les années 80 ou même avant. En plus de mener une guerre interne dans les zones désertiques et les plaines argileuses du Darfour, cette milice particulièrement efficace a eu l'occasion de mener une guerre financée par les pétrodollars au Yémen. La guerre entre la Libye et le Tchad en 80 a donné à certains événements de style, mais pas à une telle échelle. Le RFS se battait au Yémen depuis quelques années avant que le gouvernement al-Bashir ait été renversé. Cette situation a donné lieu à des relations indépendantes contre les dirigeants de la FSR et leurs employeurs aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, sans passer par les canaux officiels des forces armées soudanaises ou de l'État en soi. En plusieurs façons, c'est devenu une sorte de société sécurité privée expatriée vers laquelle les jeunes se tournaient pour améliorer leurs moyens de subsistance. La guerre au Yémen a ouvert une voie à ces aspirations. Le Soudan a souffert de l'effondrement pétrolier après la sécession du Sud-Soudan. Il y a eu un gros déficit dans les paiements, les échanges. Les gens devaient remplacer leur salaire et un des moyens de faire ça, c'était de devenir un mercenaire dans une compagnie qui vendait de la violence. Dans le même ordre d'idée, des entreprises basées aux Émirats arabes unis recrutaient des combattants euh, à Khartoum par des agences indépendantes intermédiaires. Les gens, on leur disait qu'ils allaient travailler dans des supermarchés aux Émirats arabes unis, mais ils se retrouvaient dans des camps d'entraînement à Libye. Ça a provoqué un scandale public, démocratique. Les gens ont défilé dans la capitale, ont attaqué l'ambassade des Émirats arabes unis, des slogans très forts qui pouvaient être entendus à l'intérieur. Ce fut l'épanouissement démocratique de la révolution en 2018-19 qui a finalement facilité la fin du régime al-Bashir, donc la transition. D'une certaine manière, la crise du FSR a commencé lorsque la guerre au Yémen s'est calmée. Les milliers de combattants sont revenus au Yémen, au Soudan, et avaient besoin de revenus, un emploi, un certain niveau d'assurance. C'était tous des jeunes qui avaient encore des années de carrière de combattants devant eux. C'était des soldats professionnels. Le FSR devait gérer son argent en termes d'investissement et trouver un but à ses combattants. Tant, n'importe quelle entreprise aurait commencé à licencier des travailleurs dans un comme celui-ci, mais c'est très difficile de licencier des soldats. Deux solutions s'offraient au FSR, soit elle se démantèle d'une manière ou d'une autre, ce qui ne correspondrait pas aux intérêts de son chef, qui voulait être au top, ou à l'intérêt de ses patrons au Golfe, aux Émirats. Donc, il fallait prendre de l'expansion, mais il n'y avait pas d'autre moyen de faire de l'expansion. Le seul moyen, c'était de s'emparer de l'État. Donc, le FSR contrôlait une part importante de l'or nouvellement découvert au Soudan, une nouvelle marchandise que l'ancien système n'était pas en mesure d'absorber parce qu'elle était géographiquement dispersée de telle sorte que l'imposition de ses biens, la gestion de sa main-d'œuvre, de ses routes d'exportation ou de contrebande nécessitait une force armée mobile, largement répandue comme le FSR. Donc, c'était une armée privatisée pour la sécurité le long de ces routes de transit. C'est important de noter que les Émirats arabes unis est l'unique bienfaiteur de l'or. Elle a pratiquement le monopole sur l'exportation de cet or. Donc, en 2020, ils ont signé les accords d'Abraham. Le Soudan a signé ça avec Israël. Les États-Unis ont commencé à lever des sanctions. Mais le monopole des Émirats au Soudan ont précédé à ces développements, ces signatures. Donc, le FSR a découvert d'autres réseaux. Si on a une contrebande d'or qui fonctionne bien, ben on peut utiliser ce réseau pour d'autres articles. Et un des articles qui a commencé à être passé dans ce chemin, c'était les stupéfiants, la drogue. Et c'est devenu
un grand réseau de vente pour les drogues. C'est une façon de pénétrer la crise urbaine du Soudan, donc une façon de construire des routes dans les villes, dans les quartiers des villes. À l'extérieur de Khartoum, FSR a fait un investissement dans le marché des dettes, donc la vente de personnes par index. Ça a été une grande activité du FSR donc c'est Combinapandi dans la capitale. Et c'était des hommes avec des guns du FSR donc des endroits comme Naila Al-Fasher, à Khartoum, c'était des zones de Combinapondi. L'effondrement du pétrole, la dévaluation de la monnaie soudanaise les a placés dans ces pièges de dette. Et selon moi, c'est comme ça que ça crée ce réseau dans le Soudan, des régions. ou la contrebande. Et ce sont des choses que tout le monde, si vous avez vu ce qui se passe à Khartoum, euh, avait des, des drogues qui entraient par le Tchad ou par l'Inde et on ne l'est pas. Donc, il y avait des, des choses qui permettent d'entrer du capital dans le pays. Ce qui est important aussi, c'est que c'est utilisé très bien. Si vous voulez trouver des solutions, vous pourriez trouver, par exemple, non seulement, mais aussi comme des techniciens ou quelqu'un qui conduit la voiture ou quelqu'un qui tout le temps voulait des beaux énoncés politiques, mais c'est comment s'éloigner de l'État, de ses exigences ou du travail, mais vous pouvez être employé et c'était pas nécessairement une question d'exploitation du sida. Mais je voudrais dire, d'après moi, ce sont quelques raisons structurelles de cette guerre et je pense qu'il y en aurait d'autres. Mais j'aimerais dire que c'est une question de relations structurelles qui fait que ce pays est un endroit où euh, on peut introduire et pour moi, c'est ainsi que fonctionne le capitalisme en périphérie, dans un pays comme le Soudan, où les gens se battent, ils sont en guerre et d'autres endroits sont fermés de façon consistante. Ce sont les forces qui érodent les relations et on sait que ces relations sont dirigées vers la guerre. Cette confrontation s'est cristallisée en juin, une confrontation raciale entre les urbains qui sont des Arabes et les Africains. Et ce qui est, en terminant, je pense que cette question est plutôt un déclin ou un retour à un pays orienté vers les exportations et l'exportation de bétail, par exemple. Et euh, vers l'exportation et la financiarisation de l'élevage, et comme dans plusieurs autres villes. D'une certaine façon, la guerre au Soudan a été dirigée par par la mine d'or et les restrictions sur leur concertation. Ces choses viennent de la taxation, de l'émission de licences et les autres fonctions de la bureaucratie étatique. Ils veulent conserver leur compétitivité sur un marché en termes d'or et aussi de marché. Donc, c'est d'après moi les raisons structurelles de cette guerre. Merci, Magdi, pour cette présentation et nous voyons comment
Ce n'est pas seulement mais aussi une entité corporative et d'affirmer que le motif économique est essentiel pour comprendre cette guerre et que c'est essentiel pour la comprendre. Mais vous avez mentionné que Abraham avec Israël en 2020, c'est ce qui amène à la question de la transition. Peut-être que vous pourriez nous aider à comprendre dans votre perspective comment cette transition pour laquelle tant de personnes courageuses au Soudan ont lutté, comment ça a été compromis? Quelle a été la contribution économique demandée par le Soudan pour assurer une transition réussie? Et comment cette demande a été gérée par la communauté internationale, en particulier par les États-Unis et les institutions financières internationales? C'est une bonne question et je pense que c'est au cœur de ce qui est maintenant l'échec de cette transition. Je pense que ça n'aide pas beaucoup parce que ça tend à changer le problème et ça ne dit pas grand-chose parce que ça ne dit pas ce que signifie cette transition. Et d'après moi, ce n'est pas vraiment pertinent, ça n'aide pas. D'après moi, le problème, c'est que le Soudan aurait pu être, que ça a coûté 6 millions, ça a coûté à la dette du Soudan et la quantité que le système monétaire international et le Soudan a cherché à alléger sa dette à condition qu'il y ait des exigences politiques et c'était vraiment ce qu'Abraham disait pour l'Israël et comment il y avait un système de sécurité et, et comment les Arabes ont opté, mais comment des autocrates dans la région. Et par-dessus tout ça, c'est que la réduction de la dette au Soudan voulait qu'on enlève, comme je l'ai dit, un nouveau cheminement économique et pour atténuer la production. Et c'est ainsi qu'on a commercialisé et neutralisé le changement. De plusieurs façons au Soudan, il y a des exigences, les conditions économiques auraient permis la réussite de la transition, mais personne ne voulait appuyer. Les gens voulaient prendre des photos, protester et en parler et dire de bonnes choses quant aux objectifs révolutionnaires du Soudan. Mais peut-être qu'il était préparé. C'est ainsi que fonctionne la propagande. On fait des films, des vidéos, mais il y avait des observateurs qui se voyaient. Mais personne n'était prêt à aller au-delà de cette exigence et répondre aux besoins réels du Soudan, qui était de nourrir des populations affamées et aussi d'investir dans l'agriculture. Et ce sont les termes qui vont permettre au recouvrement du Soudan à son rétablissement économique et en termes d'indépendance aussi. Mais il y avait des donateurs de l'Ouest, mais tout ce qu'ils étaient prêts à faire, c'était d'éviter ces ententes et ces ententes en termes de transition. Il y avait beaucoup de politique. Donc, ce n'est pas une perspective qu'on entend souvent ici. Souvent, c'est perdu dans tout ce qu'on raconte. Et quand on parle du Soudan, mais je vais maintenant amener Reem dans la conversation et d'abord à ce que a dit Magdi. Et je sais que vous voulez montrer des diapositives pour donner aux gens un aperçu de ce qui se passe au Soudan. Puis il y a une diapositive assez graphique, mais vous pouvez préindrer avant que vous l'abordiez au cas où quelqu'un voudrait détourner le regard ou fermer les yeux pendant un moment. Donc, allez-y, Reem, et si vous voulez.
commencer cette présentation de diapositives. Oui, je vais aller passer très rapidement parce que je veux juste que les gens aient un aperçu visuel de ce qui se passe. Et la première diapo, c'est ce qui a été passé après le début de la guerre. Vous voyez le paysage ici à Khartoum. Donc, on peut aller à la prochaine diapo. Ça, c'est le centre de recherche à Alia, à l'université Alia. Et comme vous pouvez voir, c'était la bibliothèque. C'est un endroit très important d'apprentissage et ces livres ont été brûlés. On voit aussi l'exemple d'une maison qui a été détruite. Tellement de maisons, y compris notre propre maison. On n'a pas de photo, mais on sait qu'elle a été aussi criblée de balles comme ça. Donc, la destruction de propriété civile. Ça, c'est le marché. Les grands marchés ont été affectés par le conflit et ces marchés ont été brûlés. Ça montre une photo de juste avant le peu de choses qu'ils peuvent emporter avec eux. Même on ne peut pas prendre de sac parce qu'on vous expulse à votre maison et vous devez agir rapidement et prendre ce que vous avez apporté de la main ou ce que vous portez sur vous. Et c'est très familier comme scène. Voici à l'extérieur de Khartoum, ces gens ont été déplacés et ils cherchent un autre endroit pour se réfugier. Et ils sont ici dans un dortoir et dans des édifices publics et ont été expulsés de cet édifice aussi. Donc, on peut voir qu'une fois que vous êtes déplacé, vous devenez être déplacé 2 ou 3 fois. Parce que je vais aussi parler des femmes aussi. Les femmes sont des pacifistes, mais elles font partie aussi de la machine de guerre. Ce sont des femmes qui, vous la voyez, debout à côté des leaders de groupes armés. Ça, c'est une photo que je trouve très intéressante. C'est le genre d'image qu'on peut voir de Google Maps, par exemple, par satellite, une image satellite sur un site web, mais ça montre que Khartoum est une ville qui a été abandonnée, qui est vide de sa population. On ne peut pas voir un endroit où les gens ne sont plus là. La prochaine diapo, c'est difficile, donc si vous voulez ne pas regarder, mais c'est une photo de Azinija. Il y a des corps, et c'est pas juste le fait qu'il y a des corps sur le sol, mais c'est que se sont utilisés comme barricades, dans le fond, pour éviter que les gens puissent entrer dans le quartier. Donc, une fois qu'ils sont morts, ils continuent à les dégrader. Et j'ai trouvé très difficile. Donc, oui, on peut donc parler un peu des commentaires de ce que M. McDee disait et comment cette guerre est arrivée. Donc, je veux juste dire, répéter quelques points et donner ma perspective. Donc, que je suis d'accord avec que c'est un problème inévitable. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'était pas prêt, mais on n'est jamais prêt complètement. On voyait que ça s'en venait, mais la dernière chose qui est arrivée, c'est que l'accord cadre qui a été signé est signé par le leadership. Et de cette façon, en ce sens, vous dites que peu importe qui a tiré la première balle, mais je suis pas d'accord. Je pense qu'il est important de savoir qui a tiré la première balle. Si nous posons que les forces ont commencé la guerre pour se débarrasser du RSF, donc on doit supposer déjà que l'armée du pays est divisée. Et si c'est le cas, le Soudan n'est plus un État légitime puisque l'armée est l'un des piliers de l'État. Donc, dans ce scénario, on aurait donc une discussion très différente en termes de souveraineté et comment l'armée, qui est un critique
de l'État aurait été compromis et qu'il y aurait une grande menace quant à l'existence même de l'État, où il n'y a pas d'État pour commencer. Et donc, ce n'est plus une armée. Donc, c'est un problème parce que d'une certaine façon, ça pourrait contribuer à délégitimiser la lutte contre le RSF, qui, d'après moi, est une menace à l'existence même de l'État. Et en même temps, je dirais qu'on ne veut pas appuyer la perspective de donner au FSR la souveraineté sur le pays, parce que d'après eux, l'armée a été enlevée par des islamistes et qu'ils sont maintenant l'armée du peuple, l'armée qui représente les intérêts du peuple. Et je pense qu'on doit continuer qu'il s'agit d'un coup politique. Ce qui est arrivé en avril, c'est un coup orchestré par le RSF qui a pris en main des bases importantes militaires un jour avant, le 14 avril. Donc, ça a été organisé, orchestré par eux. Et je dirais, Dr. Maggi, qu'il y avait des différents réseaux dans différentes qui utilisent pour faire de la contrebande de différentes choses. Ça aurait pu être opérationnalisé à ce moment critique. Donc, je dirais que ce que vous avez dit, que les réseaux financiers ne sont moins bénéfiques, mais dire que c'est un objectif. Et aussi, si on met l'accent sur l'accord cadre, il faudrait parler de ce que cet accord aurait pu mener. Et ce qui est une question importante. Il est important d'expliquer qu'auraient été les résultats de cet accord cadre et comprendre pourquoi le RSF et les forces de le FFC, qui est la principale coalition, est investi dans cet accord. Et aussi comprendre comment cet accord ne peut pas revenir comme option légitime maintenant, parce que les gens sentent que pour aller de l'avant, c'est de retourner en arrière et signer cet accord. Mais spécifiquement, c'est une guerre contre les forces du premier ministre qui a été orchestré un coup contre l'État et c'était des intérêts de l'État. Donc, le RSF doit tenter de prendre en main l'État et c'est utilisé comme armée, comme institution qui n'aurait pas signé cet accord. Il pressionnait Wuhan, la signature de cet accord et cet accord était parce que la communauté internationale, cet accord qui faisait défaut, n'a pas été signé et les gens savaient que ce pays, tout pays ayant deux armées, c'est une guerre civile et c'est une recette pour un désastre. Donc, qu'est-ce que les gens attendaient? En fait, ça donnait le temps au RSF d'intégrer son armée et pour aider à limiter son expansion. L'accord était bon, mais pour l'élite, mais ce n'était pas bon pour le Soudan comme tel. La guerre a commencé en avril 2023, aurait pu commencer en 2019, aurait pu commencer dans plusieurs années, dépendant des dynamiques internes et externes dont vous avez parlé. Mais il est vrai, c'est dommage, mais c'est vrai. L'autre commentaire, et je pense que c'est critique, parce que cette guerre est souvent décrite comme une guerre entre deux généraux. C'est vrai, mais il y a tellement de choses, de problèmes historiques plus profonds. Par exemple, il y a des choses historiques. Par exemple, le RSF dit que cette guerre est la poursuite de la bataille de Karari de 1898. En fait, le RSF est un prolongement de l'armée de Tahachi, le chef de la deuxième, qui était en charge du Soudan de 1885 à 1998. Donc, c'était l'élite politique dans l'ouest du Soudan qui était sous l'empire
des Britanniques et maintenant, ça a conspiré avec les forces coloniales, avec les Britanniques contre eux. Et c'est pour ça que les élites politiques de l'époque, du centre et du nord du Soudan comme agents colonialistes. Et il y avait un discours à l'époque qui disait qu'il y avait une force coloniale. Donc, on doit aller plus en profondeur dans ce discours. Et d'une certaine façon, le RSF et une partie se sentent qu'ils prennent le contrôle du Soudan qui avait été perdu il y a plus de 100 ans à cause de cette occupation. Et donc, compte tenu de tout ça, tout ça et les divisions qui se passent présentement causent les mêmes difficultés et l'effondrement du tissu social après le règne de Taïchi il y a plus de 120 ans. Et donc, nous avons à long terme. Donc, ceci étant dit, il y a tellement de choses qui ressortent de cette guerre qu'on ne peut pas voir comme simplement une guerre entre deux généraux. Parce que si on ne comprend pas vraiment comment c'est arrivé, ça a commencé, on ne peut pas en trouver de solution. Merci. Merci de ces éléments historiques qui entrent en jeu. Mais quand on parle des forces économiques et politiques et les réflexions, si on voudrait parler du rôle des femmes dans tout ça, nous savons qu'elles ont joué un rôle central dans la Révolution, qui a été conduite par une période de transition, puis mais elles ne sont pas dans la majorité des cas des chefs militaires, elles ne sont pas des soldats. Elles ont été des positions importantes pendant la transition en termes que décideurs, mais en tant qu'activiste féministe, trouvez-vous cette absence frappante ou comment voyez-vous leur implication dans les forces qui perpétuent ce conflit? Je dirais que le Soudan est incapable d'accueillir les femmes. Le Soudan a une un marché politique qui a une structure de gouvernance où vous avez le patronage monétarisé, les gens échangent des loyautés politiques contre des paiements. Donc, vous devez avoir quelque chose à fournir pour entrer dans ce cercle politique, que ce soit des agences, que ce soit des groupes armés ou quoi que ce soit. Donc, dans ce marché, le marché politique du Soudan est contrôlé par des hommes armés. Et si on revient à Métis, en 1914, on disait, si vous n'avez pas de fusil, vous n'avez pas de voix. Si vous n'avez pas vous n'avez pas d'opinion. Si vous n'avez pas d'opinion, donc c'est pour ça que c'est complètement monopolisé par des hommes armés. Et de façon le leadership traditionnel est basé sur ce que vous avez à offrir. Et le marché est un système très dynamique. Mais parce que c'est un marché militarisé et que les femmes ne sont pas armées, c'est difficile pour elles d'entrer sur ce marché. Et d'une certaine façon, c'est dans l'intérêt des femmes de mettre au défi et de démanteler cette structure. Parce que si vous n'avez pas des politiques non violentes en place au centre de la gouvernance et des structures au Soudan, à ce moment-là, les femmes vont continuer à être marginalisées. Donc, les femmes doivent se battre pour que la structure de gouvernance soit modifiée pour s'assurer qu'elles continuent à participer. Autrement, elles ne pourront pas. Donc, on doit démanteler la structure actuelle qui donne aux hommes tout simplement parce qu'ils sont armés. Et je voudrais dire autre chose, c'est que les femmes ne sont pas toujours des pacifistes dans ce conflit ou dans d'autres conflits. Dans ce conflit, on a différentes façons où les femmes sont aussi au combat et elles font partie de la machine de guerre. Par exemple, vous avez Hakamag, qui est notre poète traditionnel, qui
sont alignés avec le RSF et utilisent la poésie pour les encourager à continuer de se battre, ou ils utilisent des proverbes ou des façons de dire qui sont très intéressantes. Et elles veulent maintenir ou elles veulent aspirer à la masculinité et poursuivre le combat. Par exemple, elles diront des choses comme des proverbes comme si vous mangez gratuitement, si vous vous battez à ce moment-là, vous n'avez pas de problème dans la vie. Donc, c'est très important d'interroger le rôle de ces femmes dans cette machine de guerre et comment cette machine de guerre va continuer à assurer que les femmes ne font partie d'aucune prise de décision. Merci de ce rappel qui est important de décentraliser le rôle des femmes. Mais la guerre a été cruelle pour les femmes, surtout. D'après les Nations unies, 1,2 million de personnes, la majorité sont des femmes. Et 70% des hôpitaux sont effondrés. Donc, par exemple, d'après l'OMS, plus de 4 millions de femmes et de filles risquent d'être victimes de violences sexuelles. Des récits horribles font état des violences contre les femmes. Par exemple, il y a des dimensions ethniques de ces crimes. Surtout au Darfour, il y a des mariages, des récits de mariages forcés, d'esclavage et d'enlèvement. Mais peut-être d'un autre côté, qui sont les gens qui sont pour la paix? Beaucoup parlent des femmes comme voulant faire avancer la paix, y compris les négociations de paix, disant que la violence sexuelle et la guerre, certains pays aux Nations unies ont une série de résolutions, d'autres ont mis des plans d'action. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous en ce moment pour ce conflit en particulier au Soudan? Parce que c'est pertinent. Oui, c'est pertinent. Cette guerre a été vraiment une guerre contre les femmes, malheureusement. Et une partie, c'est que c'est aussi une culture de guerre, une culture de se battre. Et plusieurs des choses que je vois, et j'écoute beaucoup aux différents poèmes, la culture populaire qui se répand. Et dans plusieurs cas, je peux voir qu'ils croient qu'une fois qu'ils sont attaqués, s'ils gagnent, ils doivent tout prendre en main. Et s'ils ne font pas, c'est que ça pourrait être des femmes sont considérées comme ça fait partie de ce qui a été gagné. Donc oui, c'est certainement intéressant de considérer la norme sociale et les valeurs culturelles, mais j'aimerais dire ce que Cynthia Humaine a dit avant de vous dire ce que je pense que le RSA peut faire. D'après Cynthia est une féministe qui a dit les femmes ne peuvent pas être, s'ils n'ont pas une conscience de leur genre et de leur compréhension, et ne pas agir sur cette conscience. Et dans ce sens, comme je l'ai dit, on doit axer tout ça sur les femmes pour faire avancer la participation des femmes, mais en même temps, on ne peut pas réfléchir. On doit aussi réfléchir sur le rôle des femmes au Soudan. Et je pense que c'est une clé ici. Nous devons faire nos devoirs si on veut que ça réussisse. Par exemple, au niveau local, on doit travailler avec les femmes et avoir un mouvement qui est présentement fracturé, un mouvement qui a des préjugés, un mouvement qui est parfois élitiste, un mouvement qui est souvent où vous avez plusieurs de ses membres ou des femmes, des groupes féministes qui veulent continuer à maintenir le patriarcat. Elles veulent être en ligne avec les partis politiques. Donc, on doit détacher le mouvement des femmes des mouvements politiques. On ne peut pas débrancher
la sécurité, les questions nationales et internationales de sécurité. On ne peut pas avoir la paix à moins de parler de problèmes tels que les armes, les dépenses militaires, etc. Mais en même temps, au niveau local, on ne peut pas avoir une sécurité des femmes si les femmes, le mouvement des femmes lui-même ne regarde pas ça comme étant une priorité, parce que c'est présentement complètement tenu en otage par les partis politiques. Et c'est pour ça que souvent, quand on est silent, quand on parle des droits des femmes, et c'est très actif aussi quand on parle, et aussi, on doit aussi des femmes qui, pour faire avancer notre agenda et aussi dans toutes ces sphères, qui est en mesure de représenter nos valeurs et qui est aussi en mesure de représenter nos problèmes à tous les niveaux. Et c'est ce mouvement qui doit être aussi représentatif de la diversité des femmes du Soudan en termes d'antécédents ou de régions. Et enfin, comme j'ai dit, on doit aussi avoir une paix internationale parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des programmes et s'attendre à ce que tout fonctionne. Et je vais faire référence au Canada, par exemple, parce que le Canada a des politiques en ce sens. Des pays comme le politique, qui ont des politiques étrangères, doivent être considérés comment ils sont aux dépenses et le soutien militaire parce que nous sommes affectés parce que c'est politique. Nous devons voir comment ça va nous affecter comme notre pays dans ce. Point intéressant, le Canada parle souvent de sa politique étrangère féministe. On a cette politique d'assistance féministe, un plan d'action national sur la sécurité et la paix. Il y a certains éléments qui font partie d'une approche plus holistique féministe de politique étrangère. Mais ça a été promis par le gouvernement de nous faire un document spécifique sur ce qu'est cette politique étrangère féministe spécifiquement, qui vraiment met l'emphase sur ce fait que nous avons cette politique féministe. Et sans ça, le Canada peut juste choisir quand sa politique est féministe, quand ça lui convient, sans un engagement plus large. Si on ne leur demande pas de se responsabiliser, de rendre des comptes. Donc, on demande à Magdi de revenir. On va faire la portion questions-réponses maintenant. Si les personnes en public, vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la questions et réponses. Donc, on va parler des gouvernements régionaux. Pour commencer, ils ont une influence considérable sur cette guerre. Vous en avez parlé un peu, Magdi. Certains ont vraiment pris parti, d'autres sont un peu des deux côtés, donc ils jouent sur les deux tableaux. Pouvez-vous nous donner une idée, Magdi, de qui soutient quel État dans la région, en commençant par les Émirats arabes unis, qui en ce moment sont les hôtes de la conférence sur le climat à Dubaï. Merci pour votre question. Comme vous savez, sûrement, les Émirats ont beaucoup de fonds. C'est un pays très, très riche avec une petite population. Une petite population autochtone, c'est-à-dire, mais ils ont une main-d'œuvre étrangère très grande dans ces villes. La population des Émirats augmente considérablement depuis les dernières années et pour maintenir une satisfaction à cette main-d'œuvre sans causer de conflit, il faut les payer davantage.
Parce que si les étrangers voulaient se débarrasser de la famille royale, ils pourraient le faire. C'est un peu comme la situation en Inde lorsqu'il y avait l'occupation coloniale des Anglais. C'est une situation semblable dans les grandes villes du Golfe, si vous y êtes déjà allé. Le contrat social, donc, est construit sur leur salaire et les avantages pour les nationaux. Pour continuer ça, il faut continuer à accumuler de l'argent de lieux éloignés où le danger n'entre pas dans vos pays. L'intérêt premier au Soudan, c'est les négociations donc des rives du Soudan. Ils sont en négociation pour des milliards de dollars. Le Soudan gagne 8 milliards de dollars US avec ses importations. Si c'était une zone de libre-échange qui aurait été admirée par les économistes, hein. Donc, il y a un port aux Émirats qui amène plusieurs bienfaits aux Émirats, donc avec ses échanges avec l'Afrique. On devait concevoir quelque chose sur la mer Rouge. Les négociations avec le gouvernement du Soudan ont été difficiles. Il y a eu un certain accord, mais ça n'a pas vraiment été mis en place. Avant d'avoir une réponse concluante, il y a eu l'éclatement de cette guerre, donc. Donc, c'est ça un intérêt à long terme des Émirats. Et autre aussi, c'est du cheap labor. Ça coûte pas cher. À Dubaï, il faut bien les nourrir, les travailleurs, avec des protéines. Il faut de la viande qui coûte pas cher. Et ça prend un pays avec des gens qui ont du bétail. Il y a un ennemi d'une culture d'éleveur, c'est donc les villes. Parce que si on veut exporter du bétail, on n'a pas besoin de l'éducation, de la culture, les bibliothèques urbaines. Ça devient comme des luxes secondaires. Donc, c'était un des intérêts principaux des Émirats. Et troisièmement, le Soudan aurait été le troisième élément dans ce système de milices que les Émirats sont en train de créer dans le nord-est de l'Afrique. Donc, des milices au Tchad, en Libye. Et ça vise les personnes qui font des accords avec les Émirats, donc président de l'Ouganda, du Kenya. Les incidents, la mauvaise chance qu'il y a eu au Soudan peuvent peut-être éviter quand les Émirats calculent d'une façon différente. Donc, avec un pays si riche, ils peuvent acheter certaines personnalités dans ces pays. Donc, les expatriés du Soudan ont été à l'avant de la construction des Émirats depuis les années 70. Des génies, des médecins, des enseignants du Soudan, des femmes au foyer aussi. Ils ont construit ce pays. Donc, il y a un peu de territoire soudanais là et beaucoup de travail soudanais, beaucoup d'imagination, d'administration soudanais aux Émirats arabes unis. Et je crois donc que ça revient à parler d'un pays qui est géré par des fonctions familières, qui a peur des changements démographiques,
a peur de ses voisins, de l'Arabie saoudite, l'Iran, et se positionne dans des situations très difficiles face à des grands pays comme la Chine et les États-Unis. Il y a des disputes sur l'intelligence artificielle, l'export de la technologie, l'argent russe pour l'effort de guerre, donc russe envers l'Ukraine. Ils veulent jouer sur tous les côtés et jouer les uns contre les autres et en sortir gagnant. À long terme, avec les Émirats, ils auront sûrement un prix à payer. Peut-être pas celui du Soudan, mais avec d'autres aventures, grandes aventures qu'ils ont entreprises. Si on doit pointer donc le doigt à un pays, ce serait les Émirats. Les Égyptiens aussi, ils considèrent le Soudan comme le bras mort, un peu les remous de l'Égypte. Donc, il y a des questions de sécurité sur le Nil. C'est la logique derrière ceci. C'est construit donc autour du Nil. Au Soudan, en 1956, des philosophes du RSF, ils ont dit que ça a été construit autour de la sécurité de l'eau des Nils et c'est pour ça que l'Égypte entre dans le jeu. Le Soudan, bien sûr, avec toutes ses rivières, considère l'Égypte comme sa maison et plusieurs personnes qui ne pouvaient pas rester au Soudan, sont allés au nord. C'était une culture semblable, avec une langue semblable, la nourriture semblable. Ils se sentaient donc chez eux. On sent donc les fortes centrifuges qui séparent, qui divisent le Soudan. Donc, certaines parties se rapprochent de l'Égypte, d'autres parties font partie du Sahel, de l'ouest, de l'est, donc c'est leur appartenance. D'autres, on est à proximité au Soudan du Sud. Donc, il y a un énormément de fragmentation. Et je crois pas que ça vient uniquement des hommes avec les grosses armes. C'est aussi dû au fait que l'identité civile du pays est détruite. Les Somalis, personne de la Somalie connaît ça. Si on leur parle de leur guerre en cours en 30 dernières années, ils sentent vraiment ce manque de cette perte de cette identité civile, cette perte de sentiment d'appartenance, le fait que les gens ne peuvent plus se comprendre, communiquer. Donc, ils se voient comme des étrangers. Ils se tirent dessus dans la rue. Donc, bien sûr, ils sont comme des étrangers les uns pour les autres. Donc, ça crée beaucoup de séparation dans le pays. Donc, une des motivations des pouvoirs qui veulent séparer le Soudan, donc veulent le séparer parce que c'est plus facile de contrôler plusieurs Soudans au lieu d'un Soudan uni. C'est plus facile d'acheter les élites, les personnalités politiques importantes qui sont des décideurs en poste de décision. Donc, ces femmes et ces hommes en position décisionnelle sont, selon moi, la plus grande menace au pays en ce moment. Merci. Rim, il y a eu plusieurs essais pour cesser le feu avec très peu de progrès. C'est important de comprendre pourquoi. Si vous avez des idées sur ça, qui sont les parties prenantes, il y a eu plusieurs négociations et c'est avec plusieurs acteurs. Donc, quelles sont les marières? M'acheter a déjà répondu à une partie de cette question parce que, en ce moment, c'est un combat sur les territoires, les terres, pour les acteurs régionaux et à l'interne. Donc, comme le FSR et le SAF sentent que cette
guerre sera gagnée seulement avec des moyens militaires, le cessez-le-feu ne sera pas leur choix idéal. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a le SAF, le FSR qui essaient de contrôler différents territoires. Le SAF, contrôle le Soudan, mais le FSR contrôle différents territoires au Soudan. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que beaucoup de personnes essaient de dire que le Soudan s'en va vers un scénario comme il y a en Libye. Il y a un État, mais deux gouvernements. En fait, je ne les appellerais pas gouvernements parce que ça donne un sens de légitimité, mais je vais les appeler deux autorités en un État. Je pense qu'on est déjà rendu là parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a le FSR contrôle presque tout le Darfour et partie du Kordofan. Il y a encore un conflit au Khartoum, personne ne le contrôle. C'est vraiment sur ces termes en ce moment. Mais il y a une sécession administrative complète dans le sens que le gouvernement central ne paie pas les salaires contrôlés par le FSR. Il n'offre pas les services. Et c'est pas un organe qui a du contrôle sur les vies des civils, que ce soit au niveau de la protection, des services de santé, des éducats, etc. Donc, les personnes dans les zones contrôlées par le FSR doivent attendre pour des organismes pour que le FSR réponde à leurs besoins de base. Donc, tout ça, ça rend le cessez-le-feu très difficile parce que tant que les deux côtés pensent qu'ils peuvent gagner plus de territoire et faire quelque chose, c'est très difficile. Mais je pense que quand il s'agit de la vision féministe, quand ce processus pourrait se produire, je pense que le cessez-le-feu est la première chose qu'on demande. Mais on a besoin d'un processus de paix et un processus politique. Et pas un seul, parce qu'à l'heure actuelle, au Soudan, c'est une guerre plus grande. Mais il y a plusieurs sous-conflits qui se produisent. Donc, on a les deux grands conflits, mais aussi on a des conflits basés sur des tribus. Donc, ces choses doivent être traitées séparément, mais aussi faire partie du problème global. Mais je pense qu'on doit s'assurer que les négociations ne sont pas centrées sur des quotas, surtout pour les femmes, parce que tout ça va tourner autour des femmes et parce qu'elles sont celles qui subissent le plus les résultats de ce conflit. Un des buts, c'est de conserver à l'ensemble de la situation et articuler une position ferme contre les régimes militaires et les structures de pouvoir, ainsi qu'au niveau politique de la société. Mais voici un exemple pour donner un peu d'espoir sur comment les femmes peuvent être mobilisées sur ce front. Il y a quelques jours, un collègue qui est en charge de la sécurité au Soudan ont rencontré leurs représentants des forces armées et par Zoom. Et à la fin de l'appel, ils ont décidé qu'il y avait besoin d'établir une unité pour superviser le cessez-le-feu qui serait dirigé par des femmes qui seraient aussi incluses dans les négociations. Et on dit que les femmes prennent le leadership et non pas comme faisant partie des forces en place au niveau politique qui tentent de manipuler ce processus à leur avantage et pour l'utiliser comme une opportunité de reprendre le pouvoir. Une autre chose qui donne espoir, c'est qu'il y a quelques mois, une vision féministe a été présentée dans la déclaration féministe contre la guerre au Soudan, qui est une déclaration importante qui établit la politique, la position qui est basée sur la position des femmes au Soudan et disant que la guerre n'a jamais commencé, mais qu'il y a des fondations, des structures qui ont une base sociopolitique qui a établi
fait que cette guerre était économique, que ce soit les dépenses militaires ou la démilitarisation de l'État et la modularisation. Donc, ça a donné une vision pour aller de l'avant. Et dans cette vision, ça souligne l'importance, par exemple, qu'on ne peut pas comprendre l'état de guerre, parce que le viol, dans ce contexte, ne peut pas être une norme sociale, qui fait que le corps des femmes devienne une exploitation et de avoir une vision féministe solide et comment la guerre on peut aller de l'avant et mettre fin à la guerre et montrer comment les femmes se mobilisent et font beaucoup de travail. Merci. Avant de remettre la parole à Rebecca pour ta conclusion quant à la position du Canada, j'aimerais dire que le Canada et sa position et il y a des sanctions des Nations unies ainsi que de l'intervention sur des individus qui pourraient être plus fortes en termes de l'aide humanitaire. Par exemple, Canada, comme 165 millions de dollars en aide humanitaire et on a besoin de 2,6 milliards de dollars. Donc, à peu près un tiers a été atteint jusqu'à maintenant. On cherche à couper les rations dans les camps de réfugiés. En termes de diplomatie, je pense qu'on a besoin d'une réponse plus forte du Canada au plan diplomatique, une représentation au plus haut niveau. Il n'y a pas d'ambassadeur au Soudan ou un équivalent. Et il vaut la peine de mentionner que nos relations commerciales avec le Soudan sont de 2 millions de dollars, 2 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient être renforcées pour le monde en général. Et la réponse du Canada devrait être plus ferme. Je dirais que on a entendu nos panélistes, mais j'aimerais passer un instant pour reconnaître que ce n'est pas juste un sujet subjectif ou c'est très personnel. Et ceux qui ont des amis ou de la famille au pays qui ont été affectés. Donc, j'apprécie votre analyse et votre présence et d'avoir pris le temps de répondre. Merci, Rebecca. À toi. Pour, il y a il y a tellement d'importance quant à les images et pourtant, il y a tellement de silence, comme on en a parlé au début, le silence dont on a parlé aujourd'hui, dont il a été mention quant à la violence sexuelle dans ce conflit, basé sur le genre. Et on doit aussi porter attention à ces rapports, non seulement la violence basée sur le genre, mais le trafic l'esclavage, les mariages forcés et des atrocités qui frappent les femmes et les filles qui font partie des normes sociales, comme on a mentionné. Mais vous avez donné d'importantes informantes quant à comprendre la complexité du conflit au-delà de simplement les messages simplistes qu'on a reçus des médias, surtout en partageant les défis quant au jeu de force en termes de patriarcat, de politique. Et je pense qu'on a une image plus claire des grands défis en termes de chômage, de masculinité, de monopole des ressources, de inégalité dans la façon de vivre, des moyens de vivre et pour chercher à obtenir des changements de façon coordonnée pour mettre fin à ce conflit. Ce qu'on a appris aujourd'hui, ça nous a aidé à répondre à ce silence. J'espère que ça va aider les politiciens, les activistes et la société civile et nos alliés, que nous devons continuer à insister pour que des politiques internationales et que les engagements internationaux aillent contre ça. Le Canada doit continuer à presser les gouvernements et les décideurs politiques à démontrer notre engagement envers la sécurité et la paix et les principes
dont les plus importants est qu'au Canada, la promesse de l'aide féministe au niveau international et aussi que les politiques sont très sélectives, comme on l'a mentionné. Cet engagement exige que nous avons d'appuyer et la violence sexuelle, accès et la réparation, mais aussi mettre les priorités féministes de paix et de justice au centre de tout, dans nos activités commerciales, dans ce que nous vendons et dans notre travail comme organisation sociale au Soudan, tant les mouvements féminins que la mobilisation. Donc, continuons à chercher des occasions comme celle-ci de trouver un espace dans notre appel pour la paix au Soudan. Mais ce qui est plus important encore, je pensais, de comprendre que nous devons porter attention aux causes sous-jacentes de l'injustice qui perpétuent la violence et l'inégalité dans notre responsabilité que nous avons. Et aussi l'occasion pour une nouvelle vision et la paix féministe, comme il a été mentionné. Donc, je veux remercier tout le monde. Nous avons appris de votre connaissance. Nous avez donné tellement d'informations sur lesquelles nous pouvons réfléchir. Je suis reconnaissant de tout ce que vous avez passionné avec nous. Et Monique Thierry pour son appui financier. Merci à nos interprètes. Notre appréciation aux institutions qui nous appuient et le collaboratoire sur la paix et la sécurité de l'Université d'Ottawa et aussi Lida Moria qui nous a parlé nous avait guidé dans cette excellente conversation aujourd'hui. Merci à tout le monde qui se joint à nous aujourd'hui. Tellement d'étudiants que je connais qui se sont joints à nous à ce webinaire. Merci d'être avec nous. Et cet enregistrement sera partagé avec tous. Et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Merci tout le monde. Au revoir.